Ah, des vacances bien méritées, enfin. Cette fois, tu vas voir quelque chose de nouveau. Un océan sur l'une des lunes d'Uranus. Bon, je plaisante. Cette destination n'est pas encore prête pour les vacances. Mais il y a quand même des océans impressionnants là-bas. Ne me dis pas que tu pensais que les océans n'existent que sur Terre. Avant de plonger dans les océans des lunes d'Uranus, parlons d'abord d'Uranus elle-même. La 7e planète à partir du Soleil, est le caillou le plus cool du système solaire. Elle possède 27 lunes, et 4 d'entre elles pourraient théoriquement abriter des océans. C'est quand même pas mal, tu ne trouves pas? Et toutes ces lunes sont comme des mini-copies d'Uranus. Elles s'inclinent selon le même angle que leur planète mère, à 98 degrés pour être exact. Et Uranus est unique. Elle tourne autour du Soleil penchée sur le côté. Son équateur est donc presque à angle droit par rapport à son orbite. Quelle rebelle! Mais pourquoi Uranus est-elle ainsi? Certains astronomes pensent qu'elle s'est fait renverser lors d'une collision avec une autre planète. Et cet impact pourrait bien avoir créé toutes ces lunes. Un détail amusant, ces satellites ont des noms assez particuliers. Au lieu de personnages mythiques, la plupart portent des noms issus de l'œuvre de Shakespeare. Qui a besoin de Zeus quand on a Juliette et Dédémone? Découvrir ces lunes n'est pas chose facile. Elles sont très sombres et situées à des milliards de kilomètres du Soleil. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Sauf qu'ici, l'aiguille est vraiment minuscule. Ces 27 lunes se répartissent en 3 groupes. 13 lunes intérieures, 5 majeures et 9 irrégulières. Les irrégulières sont des rebelles aux orbites rétrogrades, tandis que les autres sont progrades et suivent le mouvement d'Uranus. Les grandes lunes sont Miranda, Ariel, Umbriel, Titania et Oberon. Elles se trouvent toutes sur le plan équatorial d'Uranus et sont assez grosses pour être rondes. Elles ont des cratères, des canyons et des falaises. Elles se sont formées à la suite d'un impact gigantesque qui a fait basculer Uranus sur son axe. C'est pourquoi elles sont toutes inclinées. Et à cause de cette inclinaison, elles ont des saisons complètement folles, tout comme Uranus. Nous n'avons pas encore trouvé toutes les lunes de cette planète. Les petites lunes irrégulières sont rusées et difficiles à détecter. Peut-être y en a-t-il beaucoup d'autres. Mais voilà, ce qui est vraiment génial, nous ne sommes pas tout à fait sûrs de quoi sont faites ces lunes, mais nous pensons qu'il pourrait s'agir de roches et de glace. Miranda est la plus glacée, tandis que les lunes intérieures sont probablement poussiéreuses. Et celles qui se trouvent au-delà de l'orbite d'Oberon, ce sont sans doute des astéroïdes soit rocheux, soit glacés, soit autre chose. Mais ce qui distingue vraiment les lunes d'Uranus, c'est qu'elles sont toutes inclinées comme la planète. C'est fou! Leur exploration pourrait nous en apprendre beaucoup sur la façon dont les mondes océaniques se forment et restent actifs. Titania est la plus grosse lune d'Uranus, mais elle fait moins de la moitié de notre lune à nous, avec un diamètre d'environ 1600 km. C'est aussi la 8e lune la plus lourde de tout le système solaire. Elle a été baptisée en l'honneur de la reine des fées du songe d'une nuit d'été. Titania est grise et présente des taches brillantes que les scientifiques pensent être du givre. Elle est composée d'un mélange de glace et de roche, comme toutes les autres lunes proches d'Uranus. Oberon est la 2e plus grande lune d'Uranus, nommée d'après le roi des fées dans la pièce de Shakespeare. Elle fait presque la même taille que Titania, et est également composée de glace et de roche. Mais la surface d'Oberon est beaucoup plus cratérisée que celle des autres satellites. Umbriel et Ariel sont les 3e et 4e plus grandes lunes d'Uranus, avec des diamètres respectifs de 1168 et 1156 km. Umbriel porte le nom d'un mauvais esprit, et c'est la plus sombre des grandes lunes d'Uranus. Elle ne reflète que 16% de la lumière qui la touche. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi elle est si sombre, mais ils pensent que l'anneau brillant qui borde son cratère pourrait être dû à des dépôts de givre. Ariel est la plus lumineuse des grandes lunes d'Uranus. Elle réfléchit plus d'un tiers de la lumière du Soleil. Elle doit son nom à un personnage d'un poème de Pope et d'une pièce de Shakespeare. Ariel a l'air d'être la plus jeune des lunes, car elle ne présente que quelques petits cratères, dus à des collisions récentes. Miranda est la plus petite de toutes ces grandes lunes, avec un diamètre d'environ 470 km. La NASA affirme qu'elle serait composée de morceaux provenant de différents corps, comme un monstre de Frankenstein. Elle présente 3 grandes coronets, ou couronnes, uniques en leur genre. Elles sont légèrement cratérisées, avec des crêtes et des vallées, et sont séparées des parties plus anciennes et plus cratérisées par de nettes frontières. On y trouve également des canyons géants, près de 12 fois plus profonds que notre Grand Canyon. Les scientifiques ignorent pourquoi Miranda présente de telles caractéristiques, mais selon une théorie, elle aurait subi une grande collision,
et se serait ensuite recomposé comme ça. Toutes ces grosses lunes sont verrouillées par rapport à Uranus, tout comme la Lune terrestre. Uranus possède des caractéristiques très intéressantes, mais c'est son système d'anneaux qui est vraiment cool. Et sache que toutes les lunes contribuent à la formation de ces anneaux. Uranus possède 13 lunes intérieures et 13 anneaux peu visibles, mais tous reliés entre eux comme une grande famille cosmique. Cordelia et Ophélie sont en quelque sorte les gardiennes de l'anneau le plus externe, Epsilon. Ces deux lunes bergères tiennent toutes ces particules en place. Et Cordelia est la plus proche de la surface d'Uranus. Mais le plus important, c'est qu'il y a au moins 8 autres petits satellites dans cette zone. C'est plutôt bondé. La NASA se demande encore comment ils ne s'écrasent pas tous les uns contre les autres. Les lunes intérieures sont composées à moitié de glace et à moitié de roche, mais nous ne savons pas grand-chose des lunes extérieures. La NASA pense qu'il pourrait s'agir d'astéroïdes capturés par l'attraction gravitationnelle d'Uranus. Quoi qu'il en soit, la planète et ses lunes sont assurément hors du commun. Apparemment, ces satellites pourraient abriter des océans salés sous leur surface gelée. Les plus éloignés d'Uranus, Titania et Oberon, pourraient même avoir des océans d'une profondeur de 48 km. C'est plus profond que la fosse des Mariannes. Les océans d'Ariel et d'Umbriel pourraient faire près de 30 km de profondeur. La NASA s'est servie d'un programme de modélisation informatique et des données de la sonde Voyager 2, lancée en 1977 pour comprendre la composition et la structure de ces lunes. On a alors découvert que Titania était suffisamment grande pour conserver sa chaleur interne et empêcher son océan de geler. Mais attention, les autres lunes ont peut-être elles aussi des océans chauds. Les chercheurs ont découvert des sources potentielles de chaleur dans leurs manteaux rocheux. Il pourrait en jaillir un liquide chaud qui maintiendrait la température des océans. Et ces océans pourraient même être suffisamment chauds pour abriter la vie. L'étude a également révélé que des chlorures et de l'ammoniac abondent probablement dans ces mers lunaires. L'ammoniac est comme un antigel et les sels présents dans l'eau pourraient également contribuer à maintenir des températures élevées. Mais est-ce vraiment suffisant pour que ces lunes pourtant glacées contiennent de l'eau liquide propice à la vie cellulaire? Tout repose évidemment sur un mélange équilibré de toutes les substances présentes et sur la position du satellite par rapport à sa planète mère et au Soleil. Et si ces lunes possèdent réellement des océans, cela signifie qu'il pourrait y avoir d'autres mondes océaniques dans notre système solaire et même au-delà. Vraiment fantastique. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, car ces océans sont très salés. Environ 150 grammes de sel par litre d'eau. Ce n'est peut-être pas plus salé que le grand lac salé de l'Utah, mais tout de même. Quant à la 5e plus grosse lune d'Uranus, Miranda, elle a peut-être eu un océan à un moment donné, mais nous pensons qu'il a rapidement fini par geler. Quoi qu'il en soit, la NASA envisage d'envoyer une mission sur Uranus. Si vous passiez ne serait-ce que quelques secondes sur Uranus, vous n'en reviendriez jamais. Mais imaginons que vous ayez une combinaison spatiale super protectrice, et voyons ce qui se passerait si vous tombiez sur cette mystérieuse géante de glace. Préparez-vous à vivre une aventure étrange, malodorante et très froide. À l'approche de la planète, vous rencontrez d'abord ses anneaux. Oui, elle a des anneaux, tout comme Saturne, 13 au total. Maintenant, la moins bonne nouvelle. Uranus n'est pas une planète à la surface rocheuse comme la Terre. C'est une géante de glace. En d'autres termes, une boule tourbillonnante de gaz toxique sans surface solide. Et elle sent très mauvais. Sa haute atmosphère est remplie d'un gaz appelé sulfure d'hydrogène. Célèbre pour sa puanteur, ce qui fait qu'Uranus est sur ce plan assez peu accueillante. À mesure que vous descendez dans la planète, vous vous retrouvez entouré d'une atmosphère dense et bleutée, avec des nuances turquoises et des nuages glacés. Il y a du brouillard partout. La température chute radicalement pour atteindre moins 224 degrés Celsius. Et maintenant, la vraie surprise. Vous pourriez vous retrouver sous une pluie de diamants. L'atmosphère d'Uranus est riche en méthane. Lorsque vous tombez dans cette planète, vous êtes soumis à des taux de pression et à des températures de plus en plus élevées. Sous cette pression intense, les molécules de méthane subissent un processus de cristallisation. Elles se désagrègent et les atomes qui les composent se réarrangent pour former de minuscules particules de diamant. Les particules de diamant tombent ensuite plus profondément dans la planète. Ça ressemble à une pluie cristalline et brillante. Vraiment magnifique. Sauf que le froid et la sensation d'écrasement sont extrêmement pénibles. Oui, tout n'y est pas que scintillement, hélas. Être sur Uranus, c'est comme être très loin sous l'eau. Tout au fond des nuages, la pression aura rapidement augmenté,
jusqu'à plus de 60 atmosphères. Vous serez secoué par des vents atteignant jusqu'à 900 km/h, soit 3,5 fois plus puissant qu'un ouragan de catégorie 5 sur Terre. Pour info, il s'agit de la catégorie la plus élevée. Ensuite, vous vous approchez du manteau. Il est fait d'un fluide dense composé d'eau, d'ammoniac et de glace de méthane. Il fait nuit noire et la gravité extrême rend les mouvements presque impossibles. Si vous ne portiez pas votre combinaison de protection magique, la pression transformerait votre corps en diamant avant que vous ayez atteint le cœur de la planète. N'oubliez pas qu'Uranus est une planète gigantesque. Son diamètre est environ 4 fois supérieur à celui de la Terre. Si notre planète était une pièce de 5 centimes, Uranus serait une balle de softball. Vous y enfoncer prendrait donc des semaines. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres à l'intérieur d'Uranus, vous finiriez peut-être en son centre. Et vous vous retrouveriez coincé dans un océan infernal pour toujours, avec des températures et des pressions incroyablement hautes. Pas exactement une partie de plaisir. Nous n'y avons pas envoyé de sonde, mais nous savons beaucoup de choses sur Uranus. C'est la 7e planète à partir du Soleil, et le membre le plus froid de notre système solaire. Elle se trouve à 2,8 milliards de kilomètres de notre étoile, ce qui signifie qu'il faut près de 3 heures à la lumière du Soleil pour l'atteindre. Pas étonnant qu'on y gèle. Cette planète présente également une caractéristique assez étrange. Elle tourne sur le côté. Alors que la plupart des planètes tournent sur leur axe comme des toupies, Uranus tourne à un angle de près de 90 degrés, ce qui lui confère une rotation latérale. C'est un peu comme une balle qui roulerait autour du Soleil. Une journée sur Uranus est plus courte que sur Terre, à peine 17 heures. En revanche, la durée de l'année y est insensée, environ 84 années terrestres. De plus, son équateur fait pratiquement un angle droit avec son orbite, ce qui donne lieu aux saisons les plus extrêmes de notre système solaire. Cela signifie que si elle était habitable, nous aurions des jours plus courts, mais des saisons très longues et complètement délirantes. Nous avons déjà mentionné qu'Uranus et Neptune sont toutes les deux bleues. C'est parce que, contrairement à leurs sœurs Jupiter et Saturne, ces géantes de glace ont des éléments plus lourds et des nuages riches en méthane. Le méthane absorbe la partie rouge de la lumière solaire, ce qui nous donne cette teinte caractéristique. Nous n'en sommes pas sûrs, mais ces planètes pourraient même cacher des lacs de méthane, voire des océans entiers. Enfin, elles possèdent non seulement des anneaux, mais aussi des lunes. 27 en tout. Ces lunes ont été baptisées d'après des personnages de Shakespeare et d'Alexander Pope, ce qui ajoute une touche littéraire à l'origine grecque du nom de la planète. Que diriez-vous de rencontrer une autre géante de glace, Neptune ? C'est la planète la plus éloignée et la plus mystérieuse de notre système solaire. Nous ne savons pratiquement rien de cette grande planète bleue et sombre. Comme pour Uranus, nous commencerons par ses anneaux. Nous ne savons pas grand-chose à leur sujet, si ce n'est que Neptune en possède 5 principaux, qui sont assez jeunes et entourés d'énormes amas de poussière. Vous remarquerez peut-être que la teinte bleue de la planète est beaucoup plus vive que celle d'Uranus. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi, mais ils pensent que cela pourrait être dû à un composant inconnu, qui vient s'ajouter au méthane. Vous ne verrez pas grand-chose une fois à l'intérieur. La lumière du Soleil y est aussi rare qu'à l'heure du crépuscule sur Terre. Comme il s'agit de la planète la plus éloignée, la lumière met 4 heures à l'atteindre. Neptune est également plus petite qu'Uranus. Cette fois, si la Terre était une pièce de 5 centimes, Neptune serait une balle de baseball. Cela signifie qu'il faudrait beaucoup moins de temps pour tomber dans Neptune que dans Uranus. Neptune peut sembler calme en surface, mais croyez-nous, elle est absolument terrifiante. Malgré son apparence, c'est une planète de tempêtes et d'océans glacés. Les températures y sont, là aussi, insensées. Environ moins 212 degrés Celsius. Les vents y sont également très violents, 3 fois plus forts que ceux de Jupiter et 9 fois plus forts que ceux de la Terre. Attention à l'atterrissage, et choisissez l'hémisphère nord où les vents sont moins puissants. Et n'oubliez pas d'emporter de l'oxygène dans votre combinaison spatiale. Environ 80% de Neptune est constitué d'un mélange glacial d'eau, de méthane et d'ammoniac, ce qui ne vous laissera aucune chance de respirer un peu d'air frais. L'atmosphère y est pleine de gaz, mais elle est fluide. Elle se mélange harmonieusement à l'eau et aux substances glacées, jusqu'à ce que vous atteigniez un noyau solide dans les profondeurs. Vous aurez donc littéralement l'impression de couler,
surtout si l'on tient compte de la pression insensée qui y règne. Selon certaines théories, il pourrait y avoir un océan d'eau très chaude sous les nuages froids de Neptune. Mais il y a un avantage. Comme sur Uranus, les conditions extrêmes pourraient transformer les atomes de carbone en diamants éblouissants, et ils s'enfonceraient, selon les experts, dans le noyau de la planète. Toutefois, vous ne les verriez probablement pas briller de mille feux tant il fait sombre. C'est du moins ce que nous imaginons en nous basant sur les données actuelles. Alors que nous avons exploré presque tous les recoins de notre système solaire, nos géantes lointaines, Uranus et Neptune, demeurent insaisissables. Nous disposons de quelques images et données grâce à la sonde Voyager 2 de la NASA, qui a survolé Uranus et Neptune dans les années 80. Mais cela pourrait bientôt changer. La NASA et l'Agence spatiale européenne ont fait de la visite de ces lointaines géantes de glace une priorité absolue. Elles essayent même de savoir ce que ça fait de descendre dans l'atmosphère de ces planètes. Pour cela, elles ont effectué des simulations passionnantes, recréant les conditions de ces planètes, pour voir ce que cela donnerait si leur sonde s'aventurait dans l'inconnu, luttant contre les températures et la haute pression des nuages glacés. Les tests ont été effectués dans la soufflerie la plus rapide d'Europe, le T6 Stalker Tunnel de l'Université d'Oxford, et dans des souffleries à plasma. La sonde a été chauffée, car, même si ces géantes de glace sont très froides, la sonde se réchaufferait considérablement dès son entrée. La vitesse du T6 Stalker est d'environ 19 km par seconde. Mais pour ces tests, les scientifiques veulent repousser les limites et atteindre environ 24 km par seconde. C'est la vitesse requise pour se mettre en orbite autour des planètes lointaines. Mais il nous faudra du temps pour adapter notre technologie à cette vitesse. Cependant, lorsque nous parviendrons enfin à envoyer une sonde vers Uranus ou Neptune, le voyage sera passionnant. La sonde devra passer des décennies à parcourir les confins du système solaire, en passant par Jupiter et Saturne. La collecte de données sur ces planètes pourrait nous aider à découvrir des secrets sur leur nature et leur histoire, et nous permettre de mieux comprendre notre système solaire. Espérons que nous en saurons bientôt plus sur ces deux mondes fascinants. Uranus est un géant énigmatique qui intrigue les astronomes depuis des siècles. Mais ce qui distingue ce géant gazeux des autres, c'est son étrange inclinaison. Alors que la plupart des planètes tournent autour d'un axe perpendiculaire à leur orbite, Uranus effectue une rotation dans une direction différente. Mais pourquoi a-t-il cette apparence? Comment la planète en est-elle venue à être couchée sur le côté? Et que verrions-nous si nous visitions la surface d'une telle planète? Découvrons-le. Uranus, la 7e planète à partir du Soleil, est une étrangeté cosmique et la source de nombreuses blagues. C'est l'une des géantes gazeuses de notre système solaire, avec Jupiter, Saturne et Neptune. C'est également la 3e plus grande planète de notre système solaire, avec un diamètre d'environ 49 889 km. Et l'une de ses nombreuses particularités est une étrange rotation sur le côté. Tous les planètes de notre système solaire ne sont pas alignées en ligne droite. Alors que la plupart des planètes de notre système solaire ont une inclinaison axiale de moins de 30 degrés, Uranus est incliné à un angle de presque 98 degrés. C'est comme cet ami qui doit toujours être différent, même si cela signifie se tenir sur la tête pour prouver un point. Alors ses pôles nord et sud sont orientés vers l'est et l'ouest. C'est comme si la planète était devenue paresseuse et s'était simplement retournée un jour, décidant de faire une sieste. Et pourquoi Uranus est-elle si inclinée, vous demandez-vous? Les scientifiques ont autrefois pensé que cela était dû à une sorte de collision. Ils pensaient que quelque chose de gigantesque était entré en collision avec Uranus. Quelque chose de similaire à ce qui est arrivé à notre Terre. Une planète naine l'a percutée, la Terre s'est légèrement inclinée, et la Lune est née des débris de la collision. Mais cette théorie avait un problème. Dans l'univers primitif, il y avait une pléthore d'astéroïdes, de planètes naines et autres objets massifs. Et si tel était le cas, alors pourquoi seul Uranus est-il incliné? Toutes sortes d'objets ont également percuté d'autres planètes, mais elles ne présentent pas de telles caractéristiques. Mais récemment, des scientifiques ont publié une nouvelle étude. Et maintenant, les scientifiques pensent que le coupable pourrait être une lune perdue depuis longtemps qui s'est éloignée. Autrefois, à l'époque des débuts du système solaire, les planètes géantes se trouvaient bien plus proches les unes des autres et beaucoup plus près du Soleil. Mais, comme nous le savons tous, les faits peuvent dégénérer. Quelque chose a fait que Uranus et Neptune ont migré le plus loin, comme si elles essayaient de s'éloigner de la surveillance stricte du Soleil.
Chaque planète géante possédait une collection de lunes, mais celle-ci se faisait constamment déplacer pendant toute cette folie migratoire. Certaines planètes perdèrent des lunes, tandis que d'autres en gagnaient de nouvelles. Uranus aurait pu naître avec une lune massive, ou en capturer une rapidement. Et si cette lune était suffisamment grande, elle aurait pu commencer à jouer avec la rotation d'Uranus. Cette lune a exercé son attraction gravitationnelle sur Uranus, aggravant encore ses oscillations. Au fil du temps, cela a fait incliner Uranus de plus en plus. Finalement, elle s'est écrasée sur la planète, fixant ainsi son inclinaison actuelle. Bien que la théorie soit assez solide selon les modèles informatiques, nous devrons attendre jusqu'à au moins 2030. C'est à ce moment-là que la Chine prévoit de lancer le vaisseau spatial Tianwen-4 pour examiner de plus près Uranus et l'étudier davantage. Qui sait quels autres secrets fous de l'espace nous découvrirons ensuite. En attendant, nous pouvons tous nous amuser de la planète paresseuse et rebelle, qui semble incapable de se tenir bien droite. Une caractéristique si drôle et unique vous fait vous demander « Qu'est-ce que nous verrions exactement si nous nous tenions sur cette planète ? Comment son étrange inclinaison affecterait-elle la vue depuis sa surface ?» Voyons voir. Si vous étiez debout à la surface d'Uranus, bien qu'elle n'ait pas vraiment de surface, c'est plutôt comme une atmosphère gazeuse, vous auriez une vue impressionnante. Vous verriez le soleil se lever à l'est, tout comme sur Terre, mais ensuite il continuerait à parcourir le ciel sur un chemin incliné, comme une spirale paresseuse. À propos du coucher de soleil, cependant, j'espère que vous avez de la patience, car il faudrait 42 ans pour que le soleil complète un cercle complet dans le ciel d'Uranus. Cela fait vraiment longtemps à attendre avant de finalement aller se coucher. Mais en parlant du ciel, ce serait un spectacle magnifique à contempler. Uranus est connu pour sa couleur bleu-vert étonnante et unique. Cela est dû au méthane présent dans son atmosphère. Le méthane absorbe la lumière rouge, donnant à Uranus sa teinte froide. Vous verriez également d'incroyables nuages et tempêtes tourbillonnant autour de la planète. Mais si vous cherchez des constellations, vous n'avez pas de chance. L'inclinaison extrême d'Uranus signifie que ses pôles font face au Soleil. Donc, les étoiles seraient dispersées dans le ciel. Les constellations qui nous sont familières seraient méconnaissables depuis Uranus. De plus, à mesure que la planète tourne, les positions des étoiles changeraient très fréquemment. Pour vous, marins là-bas, bonne chance pour la navigation. Mais vous pourriez voir ces belles lunes. Uranus compte 27 lunes connues, la plus grande étant Titania, suivie d'Oberon, d'Umbriel, d'Ariel et de Miranda. On pense que ces lunes se sont formées à partir du même matériau que celui qui a formé Uranus. Et oui, l'inclinaison les affecte aussi. Elles orbitent autour de la planète perpendiculairement au mouvement de cette dernière autour du Soleil. Et ils ne sont pas les seuls. Saviez-vous qu'Uranus a aussi des anneaux? Oui, Saturne n'est pas si unique. Les anneaux sont composés de particules de glace, certaines aussi petites que des grains de sable et d'autres aussi grandes que plusieurs pieds de diamètre. Ils sont minces, étroits et sombres, comparés à ceux de Saturne, par exemple. Ils sont en fait si noirs qu'ils ne réfléchissent presque pas la lumière. C'est pourquoi il était si difficile de les voir depuis la Terre. Mais si vous étiez près de la surface d'Uranus, vous pourriez peut-être les voir dans le ciel. La seule question est, seriez-vous même capable de vous concentrer sur toutes ces vues? Parce qu'Uranus est extrêmement froide, et ce sera probablement la seule chose à laquelle vous penseriez. Nous parlons de températures pouvant descendre jusqu'à moins 212 degrés Celsius. Brrr, mieux vaut emporter des vêtements chauds pour ce voyage. Cela s'explique par le fait qu'elle est si éloignée du Soleil et que son atmosphère est principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Et non seulement Uranus est la planète la plus froide de notre système solaire, mais les hivers y sont longs. En raison de l'inclinaison extrême, ces saisons durent plus de 20 ans. C'est comme si la planète était coincée dans un état perpétuel d'hiver, ce qui est à la fois cool, sans mauvais jeu de mots, et en même temps un peu triste. Et si cela n'est pas assez froid, Uranus est également connu pour ses vents violents. En fait, ils peuvent souffler jusqu'à 579 km/h. Vous pourriez donc vouloir vous accrocher fermement à quelque chose ou porter une combinaison coupe-vent pour éviter d'être emporté comme une feuille. Enfin, le champ magnétique d'Uranus
est également incliné à un angle de 59 degrés par rapport à l'axe de rotation de la planète. Cela crée des effets intéressants. Le plus évident est la beauté des aurores, qui ressemblent aux lumières boréales et australes sur Terre. Sur Uranus, cependant, les aurores se trouvent près de l'équateur de la planète plutôt qu'au pôle. N'est-ce pas incroyable? Le résultat est un spectacle lumineux éblouissant qui ferait s'arrêter et observer avec émerveillement même le voyageur spatial le plus blasé. Mais, bien que cela semble plutôt impressionnant, cela rend plus difficile la navigation des engins spatiaux autour d'Uranus. Le champ magnétique crée une attraction gravitationnelle déséquilibrée qui peut affecter la trajectoire des engins spatiaux. Cela rend l'exploration d'Uranus un peu plus difficile, mais peut-être que cela changera à l'avenir. Dans l'ensemble, se tenir sur Uranus serait une expérience glaciale, vacillante et à couper le souffle, et certainement pas une simple promenade au parc. La prochaine fois que vous regardez le ciel nocturne, pensez à cette magnifique planète glacée, et souvenez-vous que même dans l'immense étendue de l'espace, il y a toujours quelque chose de nouveau et d'excitant à découvrir. Il se pourrait bien que nous soyons tombés sur la mer de toutes les réserves d'eau, et elle flotte dans l'espace. Elle se cache sous notre nez depuis au moins 12 milliards d'années. Quant à sa taille, elle est difficile à imaginer. 140 000 milliards de fois plus grande que tous les océans de notre planète réunis. Ce monde aquatique cosmique est en orbite autour d'un grand trou noir appelé quasar, situé à 12 milliards d'années-lumière. Les quasars sont des trous noirs supermassifs qui émettent des quantités colossales de radiation. On estime que celui-ci est 20 milliards de fois plus lourd que notre Soleil et qu'il est porteur d'une énergie capable d'en illuminer 1000 billions. Dans notre Voie lactée, nous sommes habitués à voir de l'eau sous forme de glace. La réserve d'eau dont nous parlons ici semble se présenter sous forme de vapeur. L'important dans cette découverte, c'est qu'il pourrait y avoir de l'eau partout dans l'univers. Il suffit de savoir où chercher. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que toutes les étoiles ne sont pas chaudes au toucher. Nous croyions jusqu'à présent que toutes les étoiles étaient becs comme notre Soleil, des boules de feu prêtes à faire fondre tout ce qui se trouve sur leur passage. Mais il en existe de plus froides, les naines brunes. Leur particularité réside dans le fait qu'elles sont trop petites pour réaliser la fusion nucléaire qui permet aux étoiles, comme notre Soleil, de briller. Elles ne dégagent pas beaucoup de lumière ni de chaleur, ce qui les rend difficiles à voir. On répartit ces naines brunes en différentes catégories. Les étoiles de type Iga, les plus froides, ont une température de surface inférieure à celle d'une tasse de thé. Si vous pouviez en toucher une, vous ne ressentiriez qu'une douce chaleur. Il y a environ 4 milliards d'années, Uranus a apparemment échangé sa place avec Neptune. Difficile d'imaginer que des planètes aussi grosses puissent faire ça. Mais cette théorie pourrait résoudre le mystère de la formation de notre système solaire. Nous savons que les planètes rocheuses se sont formées à la suite de collisions importantes. Prenez notre planète, par exemple. Il y a environ 4 à 6 milliards d'années, les choses se sont pas mal entrechoquées autour du Soleil, jusqu'à ce que la Terre atteigne sa forme définitive. Au cours de cette période, une collision plus importante a fait exploser suffisamment de roches et de gaz pour donner naissance à la Lune. Mais en ce qui concerne nos voisins du système solaire, Jupiter, Uranus et Neptune, les scientifiques n'ont toujours pas de réponse. Selon les modèles standards, il faudrait une éternité pour qu'ils se forment. Cela dépasserait l'âge du système solaire lui-même. Si cette nouvelle théorie est correcte, alors Uranus et Neptune seraient nés d'un nuage de gaz dense compacté autour du Soleil. Le problème, c'est que pour que cette théorie tienne debout, il faut que ces planètes aient échangé leur place à un moment donné de l'histoire. Neptune se trouve à environ 4,5 milliards de kilomètres, soit la distance la plus grande qu'une planète puisse atteindre dans notre système solaire. Uranus est un peu plus proche, à 3 milliards de kilomètres. Cette nouvelle idée suggère qu'après leur formation, bien plus près du Soleil qu'elles ne le sont aujourd'hui, leurs positions ont été modifiées. Cela pourrait être dû au passage de nombreuses comètes pendant des milliards d'années, qui auraient lentement éloigné ces planètes géantes. Ce n'est pas une réponse définitive à la question de savoir comment elles se sont formées. Il s'agit plutôt d'une forte intuition étayée par de nombreuses données. En parlant de choses étranges trouvées dans notre univers, que dire de cette cuillère flottante que le rover Curiosity de la NASA a photographiée sur Mars?
alors que l'engin se promenait sur la planète rouge, il est tombé sur cet étrange rocher en forme de cuillère au cours de l'été 2015. Le rocher possède une poignée et projette même une ombre sur le sol. Il ne s'agit pas d'un ustensile abandonné lors d'un pique-nique martien, mais de ce que les scientifiques de la NASA appellent un ventifact, un rocher qui a été sculpté par le vent. Ce n'est pas la première fois que la surface martienne nous ravit avec d'étranges sculptures éoliennes. Il y a eu le visage sur Mars, un rat et même des beignets à la confiture. Il est possible que des diamants pleuvent sur plus de 1900 exoplanètes. Les scientifiques ont découvert qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des températures particulièrement élevées pour que le carbone se transforme en diamant, comme on le croyait auparavant. Jusqu'à récemment, nous ne connaissions que Neptune et Uranus comme étant susceptibles de présenter de telles pluies. Les astronomes se sont intéressés à ce phénomène pendant une quarantaine d'années. Mais ces planètes étaient difficiles à étudier. Seule la sonde Voyager 2 a pu passer jeter un coup d'œil. Des progrès considérables ont toutefois été réalisés grâce à des simulations en laboratoire. Neptune et Uranus sont des géantes de glace, parce que leurs couches externes sont remplies d'hydrogène, d'hélium, d'eau et d'ammoniac, ce que les scientifiques appellent de la glace. Leur magnifique teinte bleue est due au méthane présent dans leur atmosphère. Mais les pluies de diamants se produisent plus bas, dans les profondeurs. Si nous pouvions les visiter, nous verrions que sous l'épaisse atmosphère, il y a des couches de glace très denses. Toute cette pression entraîne des réactions chimiques qui peuvent générer des diamants de la taille d'une petite ville. Nous ne pouvons pas plonger dans Neptune ou Uranus avec une sonde à la recherche de diamants. Au lieu de cela, nous reproduisons ces conditions dans des laboratoires en pressant la matière entre des enclumes de diamants et en la frappant avec des lasers pour imiter l'environnement extrême de ces planètes. Grâce à cela, les scientifiques ont réussi à créer des diamants artificiels. Comprendre comment ces roches se forment là-bas pourrait également expliquer pourquoi Neptune est plus chaude qu'elle ne devrait l'être et pourquoi elle connaît des tempêtes aussi intenses. Ces diamants pourraient aussi nous permettre de percer le mystère des étranges champs magnétiques d'Uranus et de Neptune. Si nous faisons une comparaison avec ce qui se passe sur notre planète, on trouve des résultats très différents. Il se trame donc peut-être des choses bizarres au niveau du magnétisme de ces planètes. La NASA prévoit d'envoyer une nouvelle sonde vers Neptune ou Uranus au cours de la prochaine décennie. Comme les planètes s'aligneront parfaitement en 2030, le moment sera idéal pour explorer de près ces mondes étincelants. La planète Kepler 78b est une autre découverte cosmique étrange. Ce monde chaud, en fusion, fait le tour de son étoile en un temps record, une fois toutes les 8h30. Elle ne s'en trouve éloignée que de 1,6 million de kilomètres. Si nous pouvions poser le pied sur sa surface, nous remarquerions que son soleil est 80 fois plus grand que l'astre que nous voyons chaque jour dans notre ciel. Si nous appliquons ce que nous savons jusqu'à présent sur la formation des planètes, ce petit gars ne devrait même pas être là. Les spécialistes n'ont toujours pas la moindre idée de la façon dont il est apparu ou s'est retrouvé là où il est. Ce que nous savons, c'est qu'il va bientôt disparaître, en quelque sorte. Comme elle est extrêmement proche de son Soleil, cette planète brûlante entrera en collision avec lui dans quelques milliards d'années. C'est relativement bref sur le plan cosmique. Ce qui est similaire entre notre planète et Kepler 78b, c'est la densité. Certes, elle est environ 20% plus grande que la Terre et pèse presque le double, mais elle possède le même intérieur solide. Il est impossible qu'elle se soit formée plus près de son étoile et qu'elle se soit simplement éloignée avec le temps. Elle ne peut pas non plus être née beaucoup plus loin et avoir migré vers l'intérieur. Tout mouvement vers l'intérieur aurait été impossible à arrêter, et elle serait entrée en collision avec l'étoile. Cette découverte n'est peut-être pas particulièrement révolutionnaire, mais il y a de fortes chances que vous n'y ayez jamais pensé. Il y a peut-être de la poussière d'espace dans vos cheveux en ce moment même. Chaque jour, des tas de matériaux provenant de l'espace viennent s'écraser sur Terre. Parfois, ces objets sont visibles, comme lorsqu'un météore se transforme en météorite en s'écrasant sur le sol. Mais la plupart du temps, c'est plus discret. Ces matériaux dérivent à travers l'atmosphère et atterrissent sous la forme de ce que nous appelons de la poussière d'espace. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais cela représente environ 14 tonnes par jour.
Cette poussière contient de minuscules fragments de roches et de métal détachés des astéroïdes et des comètes lors de collisions importantes. Ces particules sont très petites. Vous ne pourriez pas les voir sans instruments sophistiqués. Mais chaque fois que vous sortez de chez vous, il se peut qu'une partie de ces particules atterrisse dans vos cheveux. Quelque part, près de Saturne, se trouve une lune glacée nommée Encelade, qui expulse des gerbes de glace dans le vide spatial. Or, cette glace renferme les constituants mêmes de la vie. De plus, un vaste océan repose sous sa croûte gelée. Et qui sait ce qui s'y cache? Encelade ne mesure qu'environ 480 km de diamètre. Ces dimensions lui permettraient presque de tenir dans le Colorado. Pourtant, malgré sa petite taille, elle recèle de l'eau liquide, une énergie issue de cheminées hydrothermales et une palette de composés chimiques susceptibles d'alimenter une forme de vie. En somme, elle se classe parmi les lieux les plus prometteurs du système solaire pour l'existence du vivant. Revenons maintenant 20 ans en arrière. Lors d'un survol, la sonde Cassini remarqua quelque chose d'inattendu, à savoir que la Lune projetait de fins jets de particules glacées depuis des fractures proches de son pôle sud. Les scientifiques comprirent plus tard que ces panaches provenaient d'un immense océan enfoui sous sa surface. Lorsque les chercheurs examinèrent les grains gelés issus de ces panaches, ils y détectèrent presque tous les éléments indispensables à la vie: carbone, hydrogène, azote, oxygène et phosphore. Seul le soufre manquait à l'appel. Mais la plupart de ces échantillons provenaient de l'anneau E de Saturne, un vaste ensemble de glace et de poussière entourant la planète. Ces particules y demeuraient depuis des décennies, voire des siècles, et avaient sans doute été altérées par les radiations de l'espace. Dès lors, nul ne pouvait affirmer avec certitude que ces ingrédients du vivant provenaient bien d'Encelade elle-même. Mais la situation a désormais évolué. Une étude récente a confirmé que des grains de glace fraîchement projetés par Encelade renfermaient des molécules organiques, dont certaines comportèrent de l'azote et de l'oxygène. Voici comment les chercheurs l'ont établi. En 2008, la sonde Cassini a traversé l'un de ces geysers glacés et a été littéralement aspergée de minuscules particules. Celles-ci ont percuté son détecteur de poussière à la vitesse ahurissante de 18 km par seconde, une rapidité suffisante pour dissocier les molécules et permettre à l'équipe d'en dévoiler la composition réelle. Les scientifiques ont ensuite employé la spectrométrie de masse pour analyser en détail ces grains encore frais. Ils y ont identifié des molécules qui, sur Terre, prennent part à certaines réactions chimiques bâtissant les structures complexes nécessaires à la vie, y compris certaines susceptibles d'inclure de l'azote et de l'oxygène. L'un des chercheurs a estimé que cette découverte démontrait vraisemblablement que ces molécules organiques complexes ne s'étaient pas formées dans l'espace, mais qu'elles provenaient tout droit de l'océan d'Encelade. Un autre scientifique a souligné que de telles molécules pouvaient jouer un rôle notable dans divers processus biologiques. Tout cela suggère qu'Encelade pourrait réellement être habitable. Toutefois, même en l'absence de vie, l'enjeu demeure considérable, car une question légitime surgirait alors. Pourquoi la vie n'apparaît-elle pas lorsque toutes les conditions semblent réunies? L'histoire ne s'arrête pas là. L'Agence spatiale européenne prépare déjà une mission visant à se poser sur Encelade, précisément à son pôle sud, afin de prélever d'autres échantillons et de comprendre ce qui se déroule sous l'immense couche de glace. Le lancement est prévu pour le début des années 2040. Ainsi, dans quelques décennies, nous pourrions enfin déterminer si cette minuscule lune glacée abrite des formes de vie étranges. Néanmoins, Encelade n'est pas l'unique lieu potentiellement habitable répertorié. Certes, les autres se situant bien au-delà des frontières de notre système solaire. Parmi eux figurent 3 possibles super-terres, orbitant autour d'une naine orange voisine. Le terme de super-terre désigne simplement des planètes plus massives que la Terre mais plus modestes que les géantes glacées telles qu'Uranus et Neptune. Des chercheurs de l'université d'Exeter ont établi que ces exoplanètes gravitaient autour de l'étoile HD 498, distante d'environ 55 années-lumière. À l'échelle cosmique, c'est presque notre voisinage. Chacune décrit une orbite particulière. L'une effectue sa révolution en 7 jours terrestres, une autre en 38, et la dernière en 151. Fait remarquable, la planète la plus externe pourrait se trouver dans la zone habitable de l'étoile. Cet intervalle privilégié, où il ne fait ni trop chaud ni trop froid, de sorte que l'eau liquide peut y persister sans bouillir ni geler. Cela implique que sa surface pourrait accueillir de l'eau,
ce qui en fait une candidate prometteuse pour abriter la vie telle que nous la connaissons. Sur une décennie, l'équipe a recueilli près de 190 mesures d'une précision exceptionnelle grâce à un dispositif de pointe analysant la lumière émise par les étoiles. En observant si cette lumière se décale légèrement vers nous, ce que l'on nomme le décalage vers le bleu, ou s'en éloigne, le décalage vers le rouge, il devient possible de déterminer si une planète exerce une traction sur son étoile. L'étoile hôte est une naine orange, sorte de cousine plus discrète et plus stable de notre Soleil. Elle lui ressemble à bien des égards, mais émet moins de radiation que notre étoile naine jaune. Ce qui rend cette découverte remarquable, c'est que ce système figure parmi les plus proches jamais identifiés abritant une super-Terre dans la zone habitable d'une étoile comparable au Soleil. Les super-Terres ne sont pas si rares, en vérité. Les scientifiques ont dénombré plus de 6000 exoplanètes depuis la découverte en 1995, de la première à orbiter autour d'une étoile semblable au Soleil. Pour détecter ces mondes éloignés, ils mobilisent une variété d'instruments, dont le télescope Kepler de la NASA, lancé en 2009 pour repérer des planètes analogues à la Terre au sein de la Voie lactée. Jetons un coup d'œil à quelques-unes des plus fascinantes. Gliese 667 CSC se situe à seulement 22 années-lumière, ce qui représente tout de même quelques 207 000 milliards de kilomètres. Elle possède une masse environ 3,8 fois supérieure à celle de la Terre, et gravite autour de sa naine rouge en 28 jours, si bien que son année est 13 fois plus courte que la nôtre. Son étoile, plus froide, la place probablement dans la zone habitable, bien que des éruptions stellaires occasionnelles puissent la rôtir de temps à autre. Kepler 22b, pour sa part, se trouve à plus de 600 années-lumière. Elle fut la première planète détectée par le télescope Kepler au sein d'une zone habitable. Mesurant environ 2,4 fois le diamètre terrestre, sa nature est incertaine, rocheuse, fluide ou gazeuse. Son orbite rappelle celle de la Terre, puisqu'elle accomplit en 290 jours le tour de son étoile de type G, plus petite et plus froide que notre Soleil. Kepler 69c se situe à quelques 2700 années-lumière. Cette planète dépasse la Terre d'environ 70% en taille et accomplit son orbite en 242 jours, ce qui la place dans une position analogue à celle de Vénus au sein de son système. Or, l'étoile qui l'éclaire n'émet que 80% de la luminosité solaire. Les conditions à sa surface pourraient donc être sensiblement plus clémentes que celles de Vénus. TOI 733b, découverte en 2023, est distante d'environ 245 années-lumière et boucle son orbite en seulement 4,9 jours terrestres. Fait intrigant, elle pourrait être entièrement recouverte par un immense océan. Pourrait-il abriter la vie? Seul le temps nous le dira. JJ 1214b se trouve à 40 années-lumière, une proximité notable à l'échelle astronomique. Son diamètre approche le triple de celui de la Terre et sa masse est environ 8 fois supérieure. Elle accomplit une révolution autour de sa naine rouge en 38 heures. Les températures de surface atteignent les 232 degrés. Et sous l'effet conjugué de cette chaleur et de la pression, l'eau y adopte des états singuliers, comme de la glace chaude ou de l'eau superfluide. C'est un phénomène spectaculaire, mais peu recommandé sur Terre, au risque d'une grave déshydratation. Proxima Centauri b est la super-Terre la plus proche, située à seulement 4 années-lumière. Sa masse est comparable à celle de la Terre, mais son année ne dure que 11,2 jours. L'étoile hôte présente une légère oscillation due à l'attraction de la planète, c'est ainsi qu'elle a été détectée. Bien qu'elle occupe la zone habitable, la planète subit un bombardement d'UV intense en raison de sa très grande proximité avec son étoile, et nous n'avons pour l'instant aucun moyen d'étudier son atmosphère. Enfin, TOI 715b orbite une naine rouge, plus petite et plus froide que le Soleil. Ces étoiles favorisent donc la détection de mondes potentiellement habitables, car les planètes peuvent rester proches sans être brûlées. TOI 715b a peut-être possédé jadis une atmosphère très épaisse, comparable à celle de Neptune, mais elle semble en train de s'appauvrir. Des observations supplémentaires sont nécessaires pour savoir si elle est devenue un monde rocheux et aqueux. Quoi qu'il en soit, certains de ces corps pourraient abriter des océans, d'autres être excessivement chauds, et quelques-uns s'apparenter à nos lointains cousins cosmiques. Chaque découverte affine cependant notre compréhension du cosmos et pourrait, un jour, permettre que l'on foule l'une de ces super. Nous venons de mettre au jour l'indice le plus marquant, suggérant que quelqu'un a vécu sur Mars.
ou plutôt qu'une entité y a subsisté. Car, si vous imaginez de frêles êtres rougeâtres aux yeux grotesques, écartez cette idée. Les Martiens envisagés ressemblaient plutôt à d'infimes microbes. Je sais que c'est un peu décevant, mais une telle découverte pourrait tout bouleverser. Voyez-vous ce motif singulier sur la roche, semblable à des taches de léopard? Des spécialistes pensent qu'il aurait été façonné par une forme de vie ancienne. Et non, il ne s'agit pas de peintures rupestres comme celles qu'ont laissées les premiers humains dans des grottes. Ces fines marques seraient peut-être les vestiges de microbes, révélant que d'étranges réactions chimiques se déroulaient lors de leur formation. Rassurez-vous, nous allons éclaircir cela dans un instant. La NASA avait identifié cette trace il y a plus d'1 an, et l'enthousiasme fut immédiat, car elle correspondait exactement au type de roche insolite qu'elle espérait rencontrer sur Mars. L'agence pensait que ce motif étrange pourrait constituer une biosignature, autrement dit un indice qu'une forme de vie y avait jadis existé. Ce pouvait être un élément, une molécule, une substance ou, en l'occurrence, un motif rappelant un imprimé léopard. Les scientifiques demeuraient pourtant prudents. On ne peut proclamer « nous avons trouvé de la vie sur Mars » sans certitude absolue. Peut-être ne s'agissait-il que d'une roche martienne à l'apparence singulière. Ils ont donc soumis l'échantillon à de multiples analyses. Et par « ils », il faut entendre plus d'1 millier de chercheurs de la NASA et d'institutions partenaires à travers le monde. Tout récemment, ils ont publié un article affirmant, en substance, « Écoutez, nous ne voyons pas d'autre explication. » Et voilà. Faute d'autres explications plausibles, nous tenons peut-être la preuve la plus convaincante jamais obtenue qu'une entité ait réellement vécu sur Mars. L'échantillon, surnommé Saphir Canyon, a été prélevé par le rover Perseverance en juillet 2024. Il provient de falaises rocheuses, situées au bord de la vallée fluviale de Neretva-Vallis, une zone façonnée autrefois par des eaux qui se déversaient dans le cratère G0. Et nous parlons ici de plus de 3 milliards d'années. Les scientifiques estiment qu'à cette époque, Neretva-Vallis était parcouru de rivières rapides, transportant boue, sable et gravier vers le lac. Lorsque l'eau s'est finalement retirée, elle a laissé l'affleurement où Saphir Canyon a été découvert. Après avoir récupéré l'échantillon, le rover Perseverance a poursuivi son exploration de la vallée fluviale afin de mieux cerner le milieu où ces roches se sont formées, et de comprendre comment ces taches évoquant un pelage de léopard ont pu apparaître. Cette étape est déterminante, car identifier précisément leur origine permet d'évaluer si la roche porte véritablement la trace d'une activité biologique. En d'autres termes, ces motifs proviennent-ils de processus chimiques ordinaires ne nécessitant aucune forme de vie, ou bien ont-ils été laissés par des microbes? Les instruments du rover ont révélé que les roches de cette région sont composées d'argile et de limon, des matériaux réputés, sur Terre, pour préserver des signes de vie microbienne ancienne. Elles contiennent également du carbone organique, du soufre, du fer oxydé et du phosphore. Et vous savez qui tire parti de tels éléments? Les microbes. Les spécialistes pensent qu'ils auraient ni pu utiliser ces ingrédients comme source d'énergie, et, ce faisant, laisser derrière eux les taches de léopard que l'on distingue aujourd'hui sur les images en haute résolution. Rappelez-vous lorsque j'évoquais l'idée que ces marques pourraient être des vestiges laissés par un microbe. C'est exactement cela. Imaginez que vous dégustiez un hamburger nommé le Galaxy Burger, accompagné d'une sauce singulière. Une goutte tombe sur la table. Vous ne l'essuyez pas, puis vous disparaissez aussitôt. Plus tard, des enquêteurs arrivent pour déterminer si vous étiez présent. Tout ce qu'ils trouvent, c'est cette goutte de sauce, vos restes. Grâce à elle, ils sauraient précisément ce que vous mangiez, le Galaxy Burger. En revanche, prouver que vous étiez réellement là demeure ardu, car cette goutte aurait pu se retrouver à cet endroit de bien d'autres façons. Il en va de même pour ces taches de léopard. Rien qu'en les observant, les chercheurs peuvent déjà en tirer quelques indications. Par exemple, le motif révèle la présence de 2 minéraux riches en fer, la vivianite et la grégite. Sur Terre, la vivianite apparaît souvent dans des sédiments proches de matières organiques, en décomposition, ou dans des zones humides. De manière comparable, des microbes peuvent aussi générer de la grégite. Lorsqu'on retrouve les deux ensemble, tout suggère qu'ils se sont formés au gré de réactions de transfert d'électrons entre le sédiment et la matière organique. Cela pourrait constituer une véritable signature de vie microbienne, puisque les microbes exploitent ces réactions pour obtenir de l'énergie et croître. Ainsi, pour reprendre l'analogie du hamburger, ces taches seraient comparables à la goutte de sauce.
le résidu laissé par le processus d'acquisition d'énergie. Cependant, ce n'est pas la seule hypothèse envisagée. L'équipe a aussi relevé la possible présence d'hématite dans la roche. Et si Mars mérite le nom de planète rouge, c'est largement en raison de ce minéral dense, capable d'adopter une teinte rougeâtre. Sur Terre, on l'emploie depuis des millénaires comme pigment pour la peinture. Les chercheurs pensent désormais que ces motifs léopardés pourraient être apparus lorsque des réactions chimiques, impliquant l'hématite, ont transformé certaines parties de la roche du rouge vers le blanc. Ce processus peut libérer du fer et du phosphate, et peut-être produire ces anneaux sombres. Et voici l'élément décisif. De telles réactions sont aussi susceptibles de fournir une source d'énergie exploitable par des microbes. Pour l'heure, il ne s'agit toutefois que de théorie. Ce que l'on peut affirmer, c'est que ces composés chimiques sont bel et bien présents dans les roches. Mais, comme dans une enquête, découvrir une goutte de sauce ne prouve en rien qu'elle provienne de vous. Ainsi, même si ces minéraux offrent un environnement idéal pour la croissance microbienne, cela n'équivaut pas automatiquement à une biosignature. Ils auraient tout aussi bien pu se former de manière abiotique, autrement dit, sans aucune intervention de la vie. Oui, cela pourrait se produire, mais pour que cela survienne naturellement, sans intervention microbienne, deux conditions seraient requises, des températures élevées et un milieu acide. C'est le seul cadre permettant à ces processus chimiques d'agir et de laisser ces taches de léopard. Et voici le plus intrigant. Les chercheurs n'ont trouvé aucun indice montrant que ces roches martiennes, qui aient été exposées ni à une forte chaleur ni à un environnement acide, d'où leur perplexité. Ils ne parviennent tout simplement pas à proposer d'autres explications. Alors, il doit s'agir d'une biosignature, n'est-ce pas? Eh bien, peut-être pas. Il subsiste en effet une possibilité. Certains composés organiques pourraient réagir même à basse température. Et peut-être, oui peut-être, que nous observons ce phénomène pour la toute première fois. C'est précisément ce qui rend si difficile une confirmation absolue, déterminant si l'on voit là l'œuvre d'anciens microbes ou un simple processus naturel. Ainsi, au final, nous avons davantage de questions que de réponses. Pour l'heure, cet échantillon repose soigneusement scellé dans un tube à des millions de kilomètres sur Mars. Nous pouvons espérer qu'un jour, il sera rapporté sur Terre, permettant aux chercheurs de l'étudier en laboratoire. Et bien que nous ne puissions pas encore affirmer qu'il s'agit d'une biosignature, une chose est certaine. Cette découverte de persévérance constitue l'étape la plus proche que nous ayons jamais atteinte vers l'identification d'une vie martienne. En vérité, parvenir à distinguer une biosignature potentielle sur la planète rouge est en soi révolutionnaire. Cette découverte revêt également une importance particulière en raison de l'âge de la roche. Cet indice provient de quelques-unes des roches sédimentaires les plus jeunes jamais étudiées. Jusqu'ici, les scientifiques pensaient que d'éventuels signes de vie ancienne se trouveraient plutôt enfermés dans des formations beaucoup plus âgées. Or, rien n'avait été détecté dans ces roches anciennes. Trouver une biosignature potentielle dans une roche jeune suggère deux pistes. D'abord, que Mars aurait pu demeurer habitable plus longtemps, ou plus tard dans son histoire, que nous ne l'avions cru. Ensuite, que les roches plus anciennes pourraient aussi renfermer des traces de vie, mais peut-être sont-elles simplement plus difficiles à discerner. Un jour, notre technologie sera peut-être suffisamment avancée pour les révéler. Cette découverte nous conduit aussi à réfléchir à l'une des questions les plus fondamentales. Sommes-nous véritablement seuls dans l'univers? Avons-nous enfin trouvé la réponse? Non, pas exactement. Mais c'est l'avancée qui rapproche le plus l'humanité de la réponse à cette question. Des astronomes viennent d'annoncer qu'ils pensent avoir trouvé des signes de vie sur une planète située en dehors de notre système solaire. Ce monde lointain, baptisé K2-18b, se trouve à environ 124 années-lumière, dans la constellation du Lion. De quel type de vie s'agit-il? De petits hommes verts? De créatures tentaculaires aux allures de pieuvres? Eh bien, pas exactement. Commençons par définir ce qu'est la vie. C'est ce qui distingue les animaux et les plantes de la matière inorganique, comme la capacité de croître, de se reproduire et de changer. Maintenant, de quoi avons-nous besoin pour soutenir la vie? Si vous pensez à l'eau, vous avez raison. Les scientifiques pensent que K2-18b pourrait être recouverte d'océans, et si c'est le cas, elle pourrait abriter de minuscules formes de vie, des sortes de microbes. Des chercheurs britanniques et américains ont utilisé le télescope spatial James Webb
Pour observer l'atmosphère de cette planète, ils ont trouvé des traces de deux substances chimiques très particulières. Sur Terre, seuls les êtres vivants peuvent produire ces substances. Et les êtres vivants dont je parle sont principalement de minuscules plantes océaniques appelées phytoplancton. En résumé, cette planète pourrait bien abriter des formes de vie sous forme d'algues. Bien sûr, les scientifiques ont encore besoin de preuves solides avant de se réjouir. Nous devons garder à l'esprit qu'il est possible que ces composés chimiques aient été créés par quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Pas nécessairement par des êtres vivants, mais tout de même. K2-18b est une planète imposante. Elle est plus de 8 fois plus lourde que la Terre et environ 2,5 fois plus grande. Ce qui la rend encore plus intéressante, c'est qu'elle se trouve dans la zone habitable autour de son étoile. Cela signifie qu'il n'y fait ni trop chaud ni trop froid. Juste ce qu'il faut pour que l'eau liquide puisse exister. Ce qui est essentiel à la vie, telle que nous la connaissons. Les astronomes étudient les planètes lointaines comme celle-ci en observant les variations de la lumière lorsqu'elles passent devant leur étoile. Cela leur permet de déterminer quel type de gaz se trouve dans leur atmosphère. En 2023, le télescope spatial James Webb a détecté du méthane et du dioxyde de carbone dans l'atmosphère de la planète dont nous parlons. Il s'agit de molécules à base de carbone, et c'était la première fois qu'elles étaient détectées sur une planète située dans la zone habitable d'une étoile. Les scientifiques ont également détecté le faible signal d'une substance chimique appelée DMS, qui est principalement produite par de minuscules organismes marins ici sur Terre. Ils ont donc de nouveau pointé le télescope vers la planète, en utilisant cette fois-ci un instrument capable de capter davantage de détails lumineux. Et ils ont trouvé des signes beaucoup plus nets de DMS et de certains composés chimiques apparentés. Cependant, ces signaux ne sont pas encore assez puissants. Ils n'ont pas atteint le niveau 5 sigma, un paramètre utilisé par les scientifiques pour confirmer leur découverte. De plus, même si ce DMS est bien présent, cela ne signifie pas automatiquement qu'il y a de la vie. Les scientifiques ont déjà trouvé du DMS sur une comète. Cela signifie qu'il peut être produit sans qu'aucune forme de vie n'intervienne dans le processus. Et pourtant, la quantité de cette substance sur K2-18b semble bien supérieure à tout ce qui a été observé sur Terre. C'est pourquoi certains astronomes sont convaincus qu'il provient d'un organisme. K2-18b est l'une des principales candidates pour ce que les scientifiques appellent une planète-océan. Ce terme désigne un monde vaste et aquatique doté d'une atmosphère riche en hydrogène. Ce n'est pas le genre d'endroit où vivraient des civilisations extraterrestres comme dans les films. Mais il pourrait abriter de minuscules formes de vie, comme les microbes qui peuplèrent les océans de la Terre il y a des milliards d'années. Une fois encore, tout le monde ne s'accorde pas sur le caractère réellement hospitalier de K2-18b. Certains scientifiques pensent également que les planètes de ce type sont peut-être trop proches de leur étoile pour conserver de l'eau à l'état liquide. K2-18b orbite autour de son étoile tous les 33 jours, ce qui est assez rapide, et pourrait signifier qu'il y fait trop chaud. C'est pourquoi certains experts affirment que même si la planète contient de l'eau, celle-ci pourrait être en ébullition. Ou peut-être ne s'agit-il pas d'eau, mais d'océans de lave. Cependant, la plupart des scientifiques s'accordent sur un point. Il convient d'attendre et de voir. Avec seulement 16 à 24 heures supplémentaires d'observation au télescope, les astronomes pourraient neuf confirmer ce qu'ils ont vu. Cela pourrait se produire dans les prochaines années. Et même s'il s'avère que K2-18b n'est pas le monde que nous recherchons, nous nous en approchons. Grâce à des télescopes puissants comme James Webb et à d'autres qui verront le jour à l'avenir, nous pourrions être en mesure de répondre à la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. Parallèlement, certains endroits de notre propre système solaire, comme Mars, Vénus ou Encelade, la lune de Saturne, pourraient offrir de bonnes conditions pour le développement de la vie. Nous pourrions également continuer à explorer d'autres mondes prometteurs, comme Proxima Centauri b, l'exoplanète la plus proche que nous connaissons. Elle se trouve à seulement 4,25 années-lumière de nous, et orbite autour d'une petite étoile appelée Proxima Centauri, dans sa zone habitable. Cette planète est un peu plus grande que la Terre, ce qui en fait une super-Terre. C'est ainsi que nous appelons les exoplanètes plus grandes que la nôtre, mais beaucoup plus petites que les géantes gazeuses comme Neptune ou Jupiter. Proxima Centauri b est un monde qui se déplace rapidement. Il ne lui faut que 11 jours pour faire le tour de son étoile. Les scientifiques pensent que Proxima Centauri b pourrait avoir une surface rocheuse, ce qui est un signe encourageant pour la présence éventuelle de formes de vie. D'un autre côté, son étoile l'expose à un rayonnement ultraviolet intense. Celui-ci a peut-être déjà détruit son atmosphère, si tant est qu'elle ait jamais existé. L'habitabilité de ce monde
reste donc une grande inconnue. Nous avons ensuite TRAPPIST-1e, une autre planète prometteuse similaire à la Terre. Elle fait partie des 7 planètes rocheuses qui orbitent autour d'une petite étoile froide appelée TRAPPIST-1, située à environ 39 années-lumière. Découverte en 2017, elle pourrait être l'un des endroits les plus prometteurs pour découvrir de la vie en dehors de la Terre. Cette planète est en réalité un peu plus petite que la Terre, avec une masse équivalente à environ la moitié de celle de notre planète. Elle effectue une orbite autour de son étoile en seulement 6,1 jours, ce qui est extrêmement rapide par rapport à nos 365 jours. La taille et la densité de la planète suggèrent qu'elle possède une surface rocheuse, ce qui est un autre facteur clé lorsqu'on parle d'habitabilité. Même si TRAPPIST-1e est très proche de son étoile, celle-ci est assez faible et froide, de sorte que la planète pourrait avoir un climat stable, similaire à celui de la Terre. Certains scientifiques pensent même qu'elle pourrait contenir plus d'eau que notre boule bleue. Passons maintenant à Kepler 186f, située à environ 500 années-lumière. Il s'agit de la première planète de la taille de la Terre découverte dans la zone habitable d'une autre étoile. Elle orbite autour d'une naine rouge, un type d'étoile qui brûle moins et vit beaucoup plus longtemps que notre Soleil. Cela signifie que Kepler 186f pourrait bénéficier de conditions stables pendant des milliards d'années, laissant ainsi à la vie tout le temps nécessaire pour se former et évoluer. La planète ne reçoit qu'environ un tiers de la lumière solaire que reçoit la Terre, elle serait donc probablement plus froide, mais suffisamment chaude toutefois pour empêcher l'eau de geler. Elle semble également être une planète rocheuse, tout comme la Terre, ce qui augmente ses chances d'abriter la vie. Que diriez-vous de visiter LHS 1140b, située à environ 40 années-lumière? Cette planète a une masse environ 5,6 fois supérieure à celle de la Terre. Les scientifiques pensent qu'elle est rocheuse et qu'elle possède peut-être une atmosphère épaisse, ce qui est très important. Une telle atmosphère peut retenir la chaleur, maintenir des températures stables et empêcher l'eau de s'échapper dans l'espace. Ce monde orbite autour d'une étoile naine rouge relativement calme. Il n'est donc pas constamment frappé par des éruptions solaires nocives comme le sont certaines autres exoplanètes. Certaines études suggèrent même que LHS 1140b pourrait être un monde océanique, avec beaucoup d'eau. C'est donc l'une des planètes les plus intéressantes que nous ayons découvertes dans notre voisinage. Enfin, nous avons Gliese 12b, que les astronomes appellent ExoVenus. Elle se trouve à 40